Alors, je suis sur scène en compagnie de Diane Mouangaroua, qui est économiste de la santé auprès de l'Organisation mondiale de la santé, du docteur Guy-Patrick Obiang, directeur général adjoint de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale du Gabon, de Valérie Ride, on dit Ride, voilà, j'ai bien prononcé, professeur agrégé à l'école de santé publique de l'Université de Montréal et titulaire d'une chaire de recherche en santé publique des instituts de recherche en santé du Canada, ainsi que M. Chris Hatim. You are also a doctor, correct? Vous aussi, monsieur, vous êtes docteur, oui, mais pas en médecine. Qui est l'executive director of the African Health. Et il est directeur exécutif de l'Association africaine d'économie et politique de la santé. Au vu du régime national d'assurance maladie au Ghana. Alors, avec vous tous, nous allons parler de la problématique du financement de la couverture sanitaire universelle en Afrique. Alors, on sait que de nombreux pays africains ont fait... voilà, on fait comme enjeu principal de santé, on en fait, pardon, un enjeu principal de santé publique, mais il semblerait qu'aucun n'ait trouvé ce qu'on pourrait appeler la formule magique pour financer cette couverture universelle. Alors on va tâcher à travers vos retours d'expérience d'analyser les différents modèles qui ont eu cours, qui ont été retenus. Chris, je pense à vous, Valérie également à vous, Guy-Patrick. Je pense que vos domaines d'intervention sont assez clairs pour ceux qui nous écoutent. Diane, je pense en revanche que ça vaudrait peut-être le coup de nous expliquer brièvement quelles sont les activités de l'OMS en Afrique. Thank you very much for your question. Merci de votre question. À l'OMS, nous soutenons principalement en Afrique les différents pays africains du continent, donc pour comprendre leurs besoins, les identifier. Actuellement, nous en sommes à l'ère des maladies sexuellement transmissibles. Il y a davantage d'inclusivité qui est nécessaire. Ne laissez personne abandonné. Et bien évidemment, une gamme de services beaucoup plus importante, ce qui signifie des stratégies beaucoup plus innovantes pour mobiliser les ressources qui s'imposent. Nous soutenons donc les pays pour comprendre leur propre contexte et pour répondre aux défis en matière de financement. On sait qu'en Afrique et dans les différents pays en développement, on dépend de l'aide extérieure. Il y a des questions de durabilité. Et nous soutenons donc les différents pays pour qu'ils puissent comprendre leur contexte et pour qu'ils puissent définir leur stratégie. Il ne s'agit pas d'augmenter principalement les ressources, mais plutôt de se concentrer sur les principes de santé universelle dans le cadre desquels tout le monde y a accès. Nous soutenons donc les différentes stratégies en termes de protection financière et bien évidemment la couverture de santé universelle, ce n'est pas un objectif, c'est un chemin. Personne n'y est parvenu, mais il faut soutenir les différents projets à ce niveau. L'OMS soutient donc les différents projets qui permettent d'identifier les stratégies en direction d'une gestion durable des ressources, de réduction des inefficacités, de fragmentation et d'usage des ressources, d'achat stratégique, etc. Ce sont donc là les différents projets qui nous permettent de soutenir les différents pays pour qu'ils puissent inclure ces différents points dans leur politique et procéder à un suivi de la mise en œuvre. Cela doit donc être suivi avec des politiques de responsabilisation pour s'assurer qu'il y ait une reddition de comptes. À l'OMS, nous pensons qu'il n'est pas possible d'atteindre la couverture universelle sans résilience, résistance. Des systèmes robustes doivent donc être élaborés pour pouvoir atteindre cet objectif.
surtout en en ce qui concerne les autres composantes, telles que la gouvernance. Nous avons également besoin de bonnes politiques, de bonnes législations, non seulement en place, mais également en vigueur, en œuvre, de telle sorte que nous puissions mobiliser les ressources. Nous avons besoin surtout de ressources humaines pour pouvoir mettre en place des fonctions financières en matière de santé. C'est un problème en Afrique. Il faut donc sensibiliser les pays pour qu'ils puissent identifier leurs besoins en termes de ressources humaines pour gérer ce genre de choses. On a parlé des assurances médicales. Et il faut donc analyser et collecter des données. Il s'agit donc de la question de gestion. Il est donc important de travailler sur ces différents points. Nous soutenons les stratégies innovantes. Quelles sont les stratégies les plus efficaces, mais il est important de les utiliser dans le cadre des contextes économiques. Également, plus d'efficacité, plus de partenariat avec le secteur privé, qui est un sujet qui n'a pas encore été suffisamment bien exploré, mais qui peut être une autre source de financement à échelle nationale. Également, les stratégies en matière d'achat stratégique, alors que nous utilisons ces différents services. Merci. Merci, je vous interromps ici, d'abord parce qu'il vous faut garder certains points pour la conversation, parce qu'on veut que vous continuiez à prendre la parole. Et également, je veux rentrer dans le vif du sujet, à savoir le financement. La première chose que je souhaiterais dire... handicap que rencontre l'Afrique dans la mise en place d'une couverture sanitaire universelle, c'est aussi la portion du secteur informel qui peut représenter 60% des contribuables, voire plus, dans certains pays. La question, c'est comment, dans ces conditions, est-ce qu'on arrive à un niveau de contribution qui est suffisant ? Et j'aimerais qu'on essaye, et pardon pour ceux d'entre vous qui sont des spécialistes, donc peut-être que c'est un peu redondant pour vous, mais qu'on essaye de dresser un état des lieux des modes de financement de la santé publique en Afrique aujourd'hui, tels qu'ils existent actuellement. Qui peut prendre la parole là-dessus ? Chris. Yeah, thank you. Je vous remercie. Je pensais qu'il n'y avait qu'un seul anglophone dans chaque... Oui, et votre micro fonctionne, monsieur. Je pensais qu'il n'y avait qu'un seul anglophone, et l'anglophone, c'est moi. Alors, je ne sais pas tellement pourquoi Diane a parlé anglais à ma place. Peut-être que je devrais passer au français, on ne sait jamais. Non, mais vous pouvez parler français si vous le souhaitez. Allez-y, je vous en prie. C'est une bonne question. Pour revenir sur votre point général concernant la définition des systèmes en Afrique, vous avez les communautés, le gouvernement, les partenaires du développement, également des sociétés, travailleurs, les contributions sociales, etc. Il y a de nombreuses manières de mettre en place ce système. L'une des choses les plus intéressantes de votre question, c'est comment trouver un secteur informel qui n'est pas si facilement repris dans le secteur de la santé. Comment obtenir sa contribution? Et je pense que c'est là que la contribution... C'est là que la contribution de certains acteurs a été extrêmement intéressante au niveau des systèmes de sécurité. Il a été montré qu'il pouvait apporter une contribution. Ensuite, au niveau communautaire, c'est intéressant, mais en termes de couverture universelle, je pense qu'il n'est pas crédible de
penser que l'on puisse justement utiliser le système informel tel qu'il est actuellement pour développer cette question. Je pense qu'il y a un grand rôle à jouer pour l'État pour couvrir le secteur informel. Il y a de nombreuses personnes qui sont vulnérables, de nombreux démunis. Alors la question est quels sont les mécanismes que l'État a à sa disposition pour couvrir ce genre de choses. Les acteurs, les universités, il y a tellement d'objectifs. Et c'est dans ce contexte que de nombreuses personnes sont en train de parler de financement innovant, ce qui à mon avis sème la confusion parce que le financement innovant, dans le cas du Ghana par exemple, il y a la TVA de 2,5% pour financer les soins de santé pour ceux qui n'y contribuent pas directement. Le secteur formel, bien évidemment, contribue, mais pas le secteur informel. Donc 2,5% de TVA investi là-dedans. Mais il y a d'autres manières d'investir. De quelle manière, dit Madame? Réponse. D'abord, il y a des impôts qui sont limités. Au début, ou des impôts qui sont spécifiquement créés pour ce genre de choses. Au début, on ne voulait pas augmenter la TVA de manière générale. Le parti de l'opposition était complètement contre et avait mené des manifestations contre, etc. En fait, on a dit qu'il s'agit simplement de créer un impôt pour financer le secteur de la santé, ce qui n'était pas acceptable. Maintenant, il y a un impôt dédié qui en fait sape le financement du reste du secteur. Et du coup, ce secteur est en train de baisser parce que d'autres secteurs ne sont pas en fait financés. Autre problème, il y a l'illusion que l'on peut payer pour la couverture de la population avec cet impôt. Dans les systèmes traditionnels, les gens payent une contribution lorsqu'ils deviennent adhérents. Donc plus de gens, plus d'argent. Mais la TVA, ça n'a rien à voir avec le nombre de personnes qui sont adhérents. C'est un impôt sur la vente. Par exemple, au Ghana, la TVA était largement suffisante. Mais la TVA a augmenté, mais en fait, on n'a pas récupéré davantage d'argent parce que tout dépendait de l'économie et non du nombre de personnes. En fait, même on s'est rendu compte que le financement baissait. Donc, quoi d'autre? On s'est rendu compte donc que les recettes pour les TVA étaient en train de baisser au fur et à mesure que les dépenses augmentaient. Et donc je pense qu'il vaut mieux parler de financement intelligent plutôt que de financement innovant. De smart financing, là je vais me tourner vers vous, Monsieur Obiang. Très régulièrement, on fait référence au système de sécurité sociale qui a été mis en place au Gabon, notamment parce qu'il est partiellement financé par une taxe sur les opérateurs téléphoniques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Merci. Je voudrais d'abord remercier la Fondation Pierre Fabre pour l'opportunité qu'elle offre à la Caisse nationale d'assurance maladie du Gabon de partager son expérience. Effectivement, cette Caisse d'assurance maladie, la réflexion part de 2002 où il fallait faire la réforme du système de protection sociale et la question était quel est aujourd'hui l'élément fondamental qui peut faire en sorte qu'il y ait un impact social sur le bien-être des populations. C'était la santé, et c'est pourquoi il y a eu toute cette réflexion, ces mécanismes qui ont été appuyés par les États généraux organisés par Bernard Kouchner en 2004 pour pouvoir lancer la Caisse d'assurance maladie en 2007. Nous avons commencé par l'identification des Gabonais économiquement faibles qu'on appelle aussi les indigents dans d'autres pays. Et des études actuarielles ont été organisées pour pouvoir faire des simulations et des projections sur ce que pouvaient coûter les dépenses à la santé par rapport à cette cible. Et nous avons eu de fortes discussions avec des centrales syndicales, des patrons, avec des syndicats des travailleurs, parce que ce n'était pas du tout facile,
personne ne voulait débourser un radis pour pouvoir financer l'assurance maladie. Ils n'y croyaient pas, donc il y avait toute une hostilité envers pour cette réforme du système de protection sociale. Nous avons pensé que les industries qui avaient un impact sur la santé des populations, telles que la boisson et le tabac, pouvaient financer cette assurance maladie. Ils nous ont dit non, nous payons déjà les droits d'assises pour financer la santé. Le Gabon étant un pays pétrolier, nous sommes retournés vers le secteur pétrolier en demandant aux producteurs de pétrole de pouvoir financer l'assurance maladie. Ils nous ont dit, écoutez, nous avons signé avec le gouvernement gabonais sur les clauses de stabilité fiscale. Donc rien ne bouge, on n'augmente pas aujourd'hui les taxes que les pétroliers payent. Et c'est là où nous avons découvert, grâce à l'aide des fiscalistes qui nous ont aidés avec les ministères financiers, qu'il y avait un secteur qui avait un fort potentiel financier, c'était les opérateurs de téléphonie mobile. Et donc, avec la volonté politique, nous avons imposé à ce que les opérateurs de téléphonie mobile puissent financer l'assurance maladie. Et c'est passé comment, ça ? Alors, ça s'est très bien passé au départ, parce qu'il faut simplement se dire qu'au début, il y a peu d'assujettis, il y a peu de personnes immatriculées, et lorsque nous augmentons le nombre d'immatriculés, les dépenses en santé augmentent par rapport aux recettes. Et rapidement, nous nous sommes retrouvés dans une situation où les dépenses étaient plus importantes que les recettes liées à la crise financière. Avant, nous avions 4 opérateurs de téléphonie mobile qui finançaient à travers la redevance obligatoire d'assurance maladie, qui finançaient les dépenses des indigents. Mais avec la crise pétrolière actuelle, sur les 4 opérateurs de téléphonie mobile, il y a 2 qui sont tombés en faillite et il n'y a que 2 aujourd'hui qui continuent à financer. Et là également, ces 2 ne tiennent plus. Donc rapidement, on a évolué vers la mise en place d'une TVA sociale, une TVA sur la consommation qui permet aujourd'hui de pouvoir répondre à ce besoin de financement des indigents. Alors, je reviendrai vers vous pour qu'on fasse peut-être un premier point d'étape et que vous me disiez si la couverture a progressé, enfin, où vous en êtes aujourd'hui. Mais d'abord, je voudrais avoir votre sentiment, Valérie. Je sais que vous avez fait des études, notamment au Burkina Faso, où vous vous êtes rendu compte qu'en fait, la notion de payer... Attendez, je reformule. Le fait que ceux qui gagnent plus paye pour la collectivité, c'est une idée qui a encore du mal à faire son chemin. Oui, en fait, c'est un vrai défi parce que là, on parle de valeurs et de réflexion sur les valeurs et des choix de société. Quand on décide dans une société ou dans un ministère de la santé d'essayer de faire une couverture universelle sur la base d'un instrument comme les mutuelles où l'adhésion elle est volontaire, on sait très bien que ça ne marche pas et ça fait 30 ans que ça ne marche pas. Et à un moment donné, peut-être qu'il faut se demander comment on peut faire pour faire autrement. Mais en même temps, effectivement, il faut avoir une volonté et un désir de le faire au plan politique. Et je me souviens qu'au Gabon, avant cette taxe sur les appareils et les SMS, le Gabon avait aussi réussi à récupérer beaucoup d'argent qui avait servi à financer le déplacement de l'équipe de foot à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc on avait réussi en un mois à récolter beaucoup de millions de CFA et pour faire autre chose. Mais ça montre que quand on veut, on peut. Alors sur la question la question des valeurs, effectivement, il est compliqué dans une société et dans toutes nos sociétés de pouvoir comprendre qu'à un moment donné, tu vas payer pour les autres. Et ça, c'est compliqué. Donc il faut être capable de comprendre les valeurs sociales dans lesquelles on fonctionne pour être en mesure de mettre en place un système de financement de la santé qui va faire en sorte que tout le monde puisse aussi en bénéficier. Et on l'a vu notamment, c'est ça, au Burkina, où lorsqu'il s'agissait de demander aux gens de payer pour les autres qui ne payent pas, il y avait de la difficulté. Et on est dans un contexte, enfin c'était une étude dans le nord du pays, où là on est dans une vision d'une société très hiérarchique et très pyramidale, comme dans beaucoup d'autres sociétés, où le partage devait se faire de manière très égalitaire, et non pas de manière équitable. Et il y a encore beaucoup de gens qui confondent égalité et équité. Et ça, c'est quelque chose de très compliqué à comprendre, mais aussi à mettre en place. Mais je reviendrai sur la question de
de la volonté et puis de la capacité financière des États. Parce qu'en fait, je pense que on s'était amusé il y a quelques années à essayer de regarder quelle était la nature des financements qui existaient dans ce nombre de pays où les compagnies d'extraction minière sont très fortes. Et il y a une évasion fiscale qui est monumentale. Et quand les gens disent qu'on n'a pas l'argent pour financer telle ou telle politique, je pense que ce sont des histoires. C'est une question de capacité d'aller chercher. C'est évidemment compliqué d'aller dire aux pétroliers, non, il faut payer. Mais à un moment donné, il faut être capable, je pense, quand on est politicien, de dire je vais vous prendre l'argent et puis ça va être comme ça. C'est évidemment difficile, je ne suis pas politicien, je ne le serai jamais, je ne sais pas comment ils font. Mais derrière ça, je pense qu'il y a beaucoup de discussions, de débats et on va demander aux paysans de cotiser 1 000 francs, 2 000 francs, 3 000 francs tous les mois pour sa mutuelle. Mais en même temps, on a la compagnie canadienne, la compagnie française là, qui exporte des milliards et l'argent disparaît. Donc des fois, il y a 2 poids, 2 mesures entre des gens qui sont dans des bureaux à Dakar, à Washington ou ailleurs, qui ont des manières de penser et puis des fois des éléments qu'on demande aux gens dans les villages qui sont parfois complètement surréalistes. Comme il y a 30 ans, quand on a voulu instaurer ce fameux système de recouvrement des coûts, où on avait dit que les gens vont payer un petit peu et puis une partie de ce qu'ils vont payer vont permettre aux plus pauvres d'avoir accès aux soins, aux indigents, mais ça marche nulle part. On ne peut pas demander à des pauvres de financer l'accès aux soins des très pauvres. Il n'y a aucune raison et ça ne marche pas. Donc il faut un système plus global et solidaire. Donc je pense qu'il y a un vrai besoin derrière ça d'avoir une vision, et une vision, je dirais, nationale, si possible, le moins possible, influencée par l'extérieur. Et malheureusement, encore, dans la plupart des pays de la sous-région, en tout cas celle que je connais, on est très influencé par les modes et on est très influencé par les bailleurs. Tel pays va mettre en place les mutuelles parce que une boîte de consultants américaine très importante est arrivée dans ce pays de l'ouest de l'Afrique et a décidé que c'était les mutuelles. Et il y a beaucoup d'argent et donc on va faire les mutuelles. Mais on sait très bien que ou cet autre pays, ou le Fonds monétaire international, ou la Banque mondiale va imposer au Niger de mettre en place la gratuité en 2005 alors qu'elle n'était absolument pas préparée. Le président est arrivé et ils ont décidé. Mais des histoires comme ça, on en connaît tous. Et on pourrait tous en citer. Et c'est là où, à un moment donné, il y a des pays qui sont forts et qui arrivent à le dire, et puis d'autres qui sont moins forts, ou d'autres qui sont plus malins et arrivent à refuser parfois. Je pourrais vous donner l'exemple aussi du Burkina. La semaine dernière, on était à Dakar avec des collègues de l'IRD pour développer un programme de recherche avec l'AFD sur une initiative française qui était très innovante à l'époque de votre ministre, comment il s'appelle, Canfin, qui avait décidé de prendre une partie de la taxe sur les transactions financières pour financer des politiques en Afrique de l'Ouest, et c'était vraiment très important, là, c'était 30 millions d'euros si je me souviens bien. Eh bien, il y a un pays, le Burkina par exemple, qui a refusé l'argent. On parle de 6 ou 7 millions, 8 millions d'euros. Et le Burkina a dit non, je ne veux pas votre argent pour faire cette politique de gratuité parce que je ne suis pas prêt. Je suis en train de la planifier, laissez-moi la planifier, allez donner l'argent à qui d'autre, qui vous voulez. Et le Burkina, 2 ans après, avec son propre argent, son propre budget, a mis en place en 2016 sa politique de gratuité pour ses enfants. Donc on voit que parfois, si les pays le veulent et le décident, ils sont capables d'orienter leur fonctionnement. Je voudrais qu'on profite du fait qu'on est en train de parler du Burkina pour projeter un extrait d'une vidéo que vous nous avez fait parvenir. C'est justement une expérience de l'exemption de soins qui a été testée là-bas, financée en l'occurrence là par l'Union européenne, si je me trompe pas. Et le but, c'était d'étudier la faisabilité et les conséquences directes sur les populations en termes d'accès aux soins de cette exemption. On regarde. On verra si on arrive à la projeter tout à l'heure, mais en tout cas, ce qui était intéressant, c'est que c'était une vidéo qui parlait d'une expérience qui était de 2012, si je ne me trompe pas, donc c'était pas tout à fait récent. Et ce que je voulais voir avec vous, c'est une fois que cette expérimentation a été faite, quelles sont les conclusions qui ont été tirées et comment est-ce que le Burkina s'est appuyé sur cette expérience pour construire son avancée vers la couverture santé universelle. Alors c'est une histoire intéressante je pourrais en parler pendant 3 heures, mais c'est une expérience qui a démarré en 2008, qui a toujours cours, financée par l'Union européenne, et son bureau d'aide humanitaire, qui voulait regarder comment on pouvait réduire la malnutrition. Et l'un des déterminants de la malnutrition, évidemment, l'accès aux soins, et l'une des grandes barrières de l'accès aux soins est le paiement. Donc ils ont décidé, au Niger et au Burkina, de financer des projets pilotes qui visaient
à exempter du paiement au point de service les enfants de moins de 5 ans. Cette expérience a duré jusqu'en 2012 et on parle de 12 millions d'euros. Donc c'est quand même beaucoup, beaucoup d'argent. Mais en même temps, cette expérience a été, à ma connaissance, a montré un record du monde de l'Afrique de l'Ouest, du recours aux soins, grâce à cette exemption, où aujourd'hui, on a des taux d'utilisation des services qui sont de l'ordre de 3,5 par enfant et par an. On s'approche des besoins. Aujourd'hui, dans la plupart des pays de la sous-région, on ne dépasse pas les 0,5. D'accord ? 0,5, c'est ce que les plus anciens d'entre nous ont connu quand ils ont lancé l'initiative de Mako il y a 30 ans. Ça veut dire qu'une personne va avoir un contact avec un centre de santé une fois tous les 2 ans. Évidemment, pour ceux qui ont des enfants, vous savez combien les enfants ont de problèmes de palu, de diarrhée par an. On est à 5 ou 6 par an. Et donc, grâce à cette exemption, on a réussi à augmenter le recours aux soins à presque 3 par enfant. Et même chose pour les femmes, on a des taux d'accouchement assisté qui sont entre 90 et 100%. Donc c'est des records assez incroyables, mais ça montre comment la barrière financière est une des barrières, mais la plus importante. À la suite de ça, grâce à ce projet et ce projet pilote, et les nombreuses recherches qui ont été effectuées pendant plusieurs années, et là on parle de programmes de recherche sur 7 ans qui ont coûté plus de 1,5 million d'euros. Donc on ne parle pas d'une petite étude, on parle d'une volonté d'avoir des données qui vont éclairer la prise de décision. Le Burkina a décidé, à la suite de ça, de mettre en place en 2016 sa politique nationale, entièrement financée par l'État, pour mettre en place cette exemption. Et l'ironie, et c'est même très intéressant, c'est qu'ensuite, ils ont décidé, vous le savez que la plupart de ces politiques, parfois dans les pays, il y a des problèmes de mise en œuvre, il n'y a pas de médicaments, les remboursements viennent en retard, etc., etc. Mais les ONG ont développé un système de contrôle et de vérification dans les districts pour vérifier que ça marchait bien. Et l'État burkinabé a sous-traité les ONG européennes pour mettre en place localement des processus de contrôle et de vérification pour s'assurer que la gratuité est effective, elle fonctionnait bien. Et elle est en train de récupérer également ça. Et a intégré ça dans sa loi de 2015 où le gouvernement de transition a voté une loi pour la couverture maladie universelle dans laquelle elle a intégré cette exemption de paiement. Donc c'est peut-être une histoire un peu atypique et à succès, mais il y a aussi des histoires à succès dans la sous-région. Je pense que le Burkina ne le met pas assez en avant et peut-être que l'année prochaine, vous pourrez inviter le nouveau ministre de la Santé, qui est aussi un chercheur. C'est intéressant de voir comment il y a eu Alors, je pourrais vous raconter plein d'histoires d'horreur sur ces politiques de gratuité qui ne marchent pas bien, mais je voulais présenter plutôt quelque chose de positif. Et parfois, je pense que c'est important qu'on se donne du courage avec des histoires positives. Et on vous en sait gré. Valérie vient d'évoquer cette notion de contrôle, ce qui implique qu'il pourrait y avoir des fraudes quand il y a gratuité de l'accès aux soins. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous êtes confronté au Gabon, Monsieur Obiang, et comment est-ce que là-bas vous faites pour contrôler et vérifier que les bénéficiaires sont bien les bons pour ces soins lorsqu'ils sont gratuits? Ok, je vous remercie. Qui dit assurance maladie dit fraude. Pendant que d'autres pensent pour l'accès aux soins aux populations les plus vulnérables, d'autres, par contre, sont en train de voir comment se faire de l'argent derrière ce nouveau système de financement des soins. C'est vrai, aujourd'hui, au niveau du Gabon, nous sommes confrontés à 2 types de fraudes. Nous avons la fraude sociale avec certains assurés qui ne sont pas des indigents, mais qui simulent être des indigents tout simplement parce qu'il y a la gratuité de soins pour les indigents. Et vous voyez même qu'aujourd'hui, au niveau du Gabon, nous faisons des enquêtes sociales pour donner le statut d'indigent. Mais il y a des gens, et ils sont nombreux, qui arrivent à se maquiller comme indigents parce que vous venez, les enquêteurs vont chez vous à domicile pour pouvoir faire une enquête, pour voir là où vous vivez, là où vous habitez, quels sont l'état de votre maison. Mais il y a des gens qui vont habiter chez leur famille pendant une semaine et dire aux enquêteurs que nous habitons dans tel quartier. Oui. Et voilà, donc ça biaise totalement aujourd'hui la définition d'indigent. Donc ça, c'est la première fraude. La fraude aussi, c'est au niveau des structures de santé. Vous savez, aujourd'hui, grâce à l'assurance maladie au Gabon, il y a un autofinancement des structures de santé. Aujourd'hui, ils n'attendent plus totalement les recettes de l'État, mais la CNAM, avec des remboursements qu'il effectue, permet d'autofinancer. Et
hormis l'autofinancement des structures de santé, il y a aussi la quote-part qui est versée à chaque personnel de santé pour le motiver à travailler dans des structures publiques. Alors, donc, là, c'est la surcotation, la surfacturation, il y a la surprescription des actes médicaux. Et nous sommes aujourd'hui obligés d'investir sur le contrôle médical, sur des visites inopinées, sur un certain nombre d'actions que nous faisons pour pouvoir maîtriser cette fraude qui, si elle n'est pas maîtrisée, risque de faire reculer cette bonne initiative de permettre aux populations d'avoir gratuitement accès aux soins. Je ne vous ai pas posé cette question au hasard, ce n'était pas pour vous mettre en difficulté, même si j'ai vu qu'elle vous a un peu surprise sur le coup. Ce que je voulais introduire, en réalité, c'était l'autre grand défi en fait, du financement de la couverture sanitaire en Afrique, c'est la définition de la catégorie des pauvres, la catégorie des indigents, la catégorie de ceux qui gagnent moins bien leur vie, je ne sais pas, il y a plein de manières différentes de le dire en réalité. Et à quel moment est-ce qu'on détermine ceux qui y rentrent et ceux qui y sortent, en fait, qui est quand même un critère qui est très sensible, en réalité. Alors, nous, au Gabon, nous avons défini comme indigent toute personne qui avait des revenus inférieurs au SMIC, au salaire minimum individuel. Donc, c'était ça le critère défini. Alors, ce qui s'est passé, c'est que certaines personnes avaient cette confusion d'esprit entre le salaire et le revenu. Et pourtant, on parlait du revenu inférieur au SMIC. Eux, lorsqu'on leur demandait est-ce que vous avez un revenu, il y avait cette confusion. Ils disaient non, je n'ai pas de salaire. Notamment les commerçants des marchés. Ils sont nombreux, ces personnes qui ont des revenus beaucoup plus importants que les fonctionnaires, beaucoup plus importants que les gens qui travaillent dans le secteur privé, mais qui sont dans le secteur informel et ne déclarent pas leurs revenus. Il y a un travail actuellement qui est en train de se faire entre la Direction générale des impôts et les différentes mairies pour pouvoir capter ce secteur informel qui échappe totalement et qui peut véritablement contribuer au financement de l'assurance maladie. Chris, I would like to have your viewpoint on this. Chris, je souhaiterais avoir votre point de vue sur cette question, parce que c'est la deuxième question d'importance lorsqu'on veut essayer de mettre en place une couverture de santé universelle en Afrique, à savoir la définition de la pauvreté. Qui est pauvre, qui est indigent, quel que soit le mot que l'on utilise. Comment vous décidez où est la limite de la pauvreté ? Les problèmes autour de cette définition, comme vous le disiez, qui est indigent ? Comment va-t-on pouvoir cibler les bons bénéficiaires ? Et tout au long de la chaîne, nous sommes confrontés à des problèmes. Alors pour ce qui est de la définition, vous savez, les sociétés en Afrique sont très différentes des sociétés des pays occidentaux, de l'Europe ou par ailleurs. Mais pensons à l'Asie. On a des systèmes pré-capitalistes en Asie qui sont stratifiés. On a des castes. En Afrique, on a une stratification qui est moins claire. Tout simplement, il y a eu des développements modernes qui ont gommé un certain nombre de couches. Et donc, comment définir qui est pauvre ? Je vais vous donner la définition au Ghana. Je sais qu'il y a le même problème dans d'autres pays. Je vous parle du Ghana parce que c'est mon pays. Mais la question se pose au Sénégal, en Tanzanie, etc. Chez nous, on dit qu'un pauvre, c'est celui qui n'a pas de source de revenus, qui n'a pas de maison et qui n'a pas de parents qui peut s'occuper d'eux. Et au Ghana, c'est impossible. C'est impossible de trouver quelqu'un qui n'a rien de tout ça. Parce que pour réussir à trouver vraiment quelqu'un qui réunit malheureusement tous ces critères, il faudrait avoir quelqu'un qui mendie dans la rue. Et même comme ça, je suis persuadée que cette personne pourrait citer quelqu'un de sa famille plus ou moins éloigné qui pourrait prendre soin de lui d'une manière ou d'une autre. Moyennant quoi, on ne peut pas utiliser ces critères pour identifier les bénéficiaires de la couverture universelle. Et donc, il faut vraiment essayer d'éviter la fraude pour éviter qu'il y ait exemption de paiement pour les gens qui pourraient payer leurs soins. Alors, il y a ce problème,
Et puis, donc, il y a le problème de ciblage qui, là aussi, est épineux. Et nous avons besoin du bon mécanisme pour cibler. Alors, comme je vous le savais, en Afrique, il y a beaucoup de bureaucratie, mais malgré tout, cette bureaucratie n'est pas toujours à même de bien identifier qui a besoin des soins. Et en général, d'ailleurs, les gens ont beaucoup de méfiance vis-à-vis de cette bureaucratie. Moyennant quoi, il est vraiment difficile d'identifier les vrais indigents. Et identifier les pauvres, ça nécessite d'aller sur le terrain, d'être vraiment en Afrique, d'être vraiment sur place. Et je pense qu'il faut creuser davantage de manière proactive. Et il faut se demander si on veut vraiment avoir un système universel, si avoir un système ciblé, et peut-être que le critère ne va pas être un critère de revenu. Oui, je voulais intervenir parce qu'en fait, c'est mon sujet de recherche depuis 20 ans, là, donc je me sens un peu interpellé sur ça. Et on est vraiment au cœur de ce que les politologues appellent la gymnastique verbale sur l'indigence. Ça fait 30 ans qu'on en parle, ça fait 30 ans que tout le monde en parle, et ça fait 30 ans qu'il ne se passe rien. Qui est indigent, qui ne l'est pas, quel ciblage doit faire, le ciblage communautaire, il y a beaucoup d'erreurs, le ciblage fait par l'administration coûte cher, se fait pas, etc. Et finalement, on revient à des vieux concepts de la santé publique et on essaye de séparer les approches universelles des approches ciblées. Et le terme à la mode en santé publique, c'est ce qu'on appelle l'universalisme proportionné. Alors pour ceux qui ne sont pas encore dans les jargons de l'implementation science de Yannick, l'universalisme proportionné pourrait être également quelque chose qui serait nouveau et qui serait vraiment intéressant dans le débat de la couverture universelle. C'est de dire que finalement, il faudrait que tout le monde ait accès à un minimum de soins, mais qu'ensuite, pour un certain nombre de personnes, et là on retombe sur le problème du ciblage, mais au moins pour un certain nombre de personnes, il faut qu'ils aient accès un peu plus. Alors tout à l'heure, on entendait parler de la mutualité qui est, on doit payer en fonction de ses capacités, non pas en fonction de ses besoins. Mais en fait, aujourd'hui, c'est l'inverse, hein, ce qui se passe. Les mutualistes ne payent pas, il n'y a aucune mutuelle à ma connaissance qui font payer les gens en fonction de leur capacité à payer. Hein. Au niveau du village, c'est tout le monde 3000, c'est tout le monde 3500. Il y a parfois de la subvention. Au Sénégal, le gouvernement a décidé de subventionner à 50% l'adhésion. Au Mali, ils sont également à 50%, et là, dans un nouveau projet, ils vont tester avec l'AFD à 80%. Mais voilà, on est vraiment dans ce problème. On ne finance jamais en fonction de son besoin. Donc là, je pense qu'il serait temps de voir comment collectivement on est capable d'aller au-delà de cet effet de discours, de cette gymnastique verbale autour de ces questions-là, parce que des politiques sur les indigents, des tests sur les indigents, des guides sur la mise en œuvre des indigents, il y en a partout dans tous les pays. Simplement, les gens sur le terrain ne le savent pas, la plupart du temps, et d'autre part, il n'y a pas d'argent pour faire ça. Quand tu es dans ton petit centre de santé et que c'est une partie de l'argent que les gens payent qui va te permettre de fonctionner, de mettre de l'essence pour aller dans la moto, pour aller chercher tes médicaments, tu n'as aucun incitatif à donner l'accès aux soins aux plus pauvres. Et là, on revient à la question des valeurs et à la question de la société. Donc là, pour l'instant, je pense qu'il faut qu'on évite, il faut qu'on essaye d'éviter de retomber dans ce vieux discours de « oui, mais les pauvres, oui, mais les plus pauvres, oui, mais les indigents », parce qu'on va oublier tout le reste et puis on va encore permettre de fragmenter la société. Et là, il y a un vrai problème, je pense, autour de ça. Diane, vous vouliez intervenir? En fait, je vais essayer de répondre en français. Comme ça. En fait, les mutuelles à base communautaire, ça ne peut pas être soutenable si ce n'est pas appuyé par le gouvernement ou bien l'autorité. Parce que non seulement en termes de capacité, mais en termes aussi de mobiliser les ressources adéquates. Et donc, normalement, les mutuelles à base communautaire sont majoritairement composées par des personnes, des ménages du secteur informel. Donc, l'identification, la catégorisation, c'est vraiment problématique. Là où, par exemple, l'OMS a essayé d'appuyer les pays à catégoriser par rapport à leurs revenus du secteur informel,
Le problème était de vraiment pouvoir déterminer à quel niveau on peut mettre un manage ou une personne. L'expérience, par exemple, du Rwanda, où au départ, les gens, pour s'enrôler à une mutuelle et payer un flat fee, comme on dit, un prix de base. Forfaitaire, voilà. Et on s'est rendu compte que c'était un peu régressif parce que un pauvre, un indigent paye la même chose qu'un riche ou un planteur de café qui exporte le café. Donc, il était question... Alors, on a essayé d'appuyer le pays à catégoriser, à identifier d'une manière ou d'une autre la population par rapport à leurs revenus ou leur capacité de payer. Et il y a eu une initiative, comme on dit, Homegrown Solution, où traditionnellement, d'une façon participative, ça a été institutionnalisé par le gouvernement et dirigé par l'administration locale. C'est participatif où les gens sont catégorisés par rapport à leur... C'est cette initiative où ce sont par exemple les voisins qui ont contribué à dire moi je pense qu'un tel fait partie de telle catégorie. Ça prévient par exemple que quelqu'un aille dans son village pour se faire identifier là-bas parce qu'on connaît ceux qui vivent là-bas. Et par rapport à ça, donc il y a un lien avec l'identification, la carte d'identité à la catégorie. Ça, c'est institutionnalisé, il y a une base de données par rapport à ça. Ça a permis de dire les indigents sont totalement subventionnés par le gouvernement et puis les moyens payent un montant qui leur permet de survivre et aussi les plus riches payent plus. Et puis c'est une solidarité. Bien sûr, c'est vraiment difficile. Il y a beaucoup d'informalité des fois. Donc, il faut un suivi de près. Ça, c'est la première chose. Donc, il faut les appuyer. Alors, maintenant, pour les indigents, les plus pauvres, il faut vraiment mettre en place des safety nets, comme on dit, des filets de sécurité. Voilà, pour ne pas les perdre. Parce que on s'est rendu compte que même ceux qui sont assurés, il y a toujours des barrières d'accès financier. Parce qu'il faut payer le transport, il faut payer le copaiement, et souvent, il se fait que ça constitue une barrière, ou bien ça conduit à une dépense catastrophique, comme on dit. Donc, il faut vraiment bien suivre et essayer de voir ces filets de sauvetage, comme on dit, sociaux, et essayer de... Autre chose, donc, la cross-subsidization entre, par exemple, le secteur formel, les assurances du secteur formel, privé et social health insurance, ils payent un pourcentage de 5% de leurs revenus à la mutuelle. Ça, c'est dans la loi. Et puis la loi, pour éviter qu'il y ait une sélection adverse, c'est-à-dire au secteur informel, chacun peut décider, je m'enrôle, je ne fais pas. Il y a la loi qui dit que donc, tout résident doit s'enrôler à une assurance. Maintenant, le secteur informel, la seule option, c'est la mutuelle à base communautaire. Et dans ce sens, le gouvernement essaye de suivre si la loi est suivie et puis de mettre en place des mécanismes de safety net, comme on dit. Merci. Merci. Je voudrais rassurer Valérie en disant que si vous regardez bien le comportement aujourd'hui des politiques africaines, c'est de commencer quelque chose. C'est ce que nous avons fait. La parfaite définition n'existe pas. Il fallait bien commencer quelque chose et s'ajuster petit à petit parce que voilà, il y a des contraintes économiques, il y a des contraintes sociales qui arrivent. Et alors, comme je vous dis, il n'y a pas de modèle idéal. C'est quoi un indigent ? C'est quelqu'un qui dira devant les services publics qu'il n'a pas d'argent pour payer sa santé, mais chez le tradipraticien, le féticheur, achète le mouton, achète le coq pour faire ses soins chez le charlatan.
Aujourd'hui, nous avons des nouveaux phénomènes. Canal+, tiens. Alors, dans les quartiers sous-intégrés du Gabon, des quartiers sous-intégrés avec des maisons en briques et en broc, on est surpris de la couverture de Canal+, avec des antennes paraboliques sur tous les toits des maisons. Pareil pour le phénomène du téléphone portable. Aujourd'hui, qui n'a plus de téléphone portable? Donc, ce sont des définitions aujourd'hui qui nous posent problème. Qui est véritablement indigent? Qui ne l'est pas lorsqu'il s'agit de la santé? Vous savez, quelqu'un disait que pour l'Afrique, pour l'Africain, être en bonne santé, c'est quand nos organes sont silencieux. C'est-à-dire que nous n'irons jamais à l'hôpital pour faire des bilans de prévention. Voilà. Donc, du coup, si nous n'allons pas à l'hôpital dans le cadre des bilans permanents, il serait difficile aussi de cotiser lorsque nous ne sommes pas malades. Donc voilà également certaines réalités qui existent, qu'il faut en tenir compte. Mais je dis, dans ce genre de système, si on réfléchit trop, on ne démarre pas. Et c'est pourquoi nous, au Gabon, on a dit démarrons et ajustons petit à petit. Même aujourd'hui, la définition d'indigent a été revue. Aujourd'hui, c'était le revenu inférieur au SMIC. Et là, nous sommes en train de voir, de tenir compte de ces autres éléments, comme si à l'antenne Canal+, si vous avez un portable, ce genre pour véritablement catégoriser ces indigents. Mais il n'y a pas aussi des discriminations par rapport à l'accès aux soins. L'indigent comme le travailleur, ils ont tous droit aux mêmes services. Et dites-vous bien que l'indigent bénéficie à 100% de gratuité lorsqu'il est atteint de cancer, lorsqu'il est mondialisé, et bénéficie des évacuations sanitaires un peu partout dans le monde lorsque sa prise en charge, lorsque le plateau technique n'est pas adéquat au niveau du Gabon. Bon, déjà, je tiens à dire pardon au nom de Canal+. Hein. Je vais vous passer la parole dans un instant. Je voudrais juste si possible, rebondir sur une chose que vous avez dite et qui me paraît vraiment importante. Grosso modo, vous avez laissé entendre que on fait des choix, on fait des arbitrages malgré le peu de revenus qu'on a. Et la santé n'est pas forcément au top des priorités dans ces arbitrages. Valérie, je sais que vous êtes le co-auteur d'un ouvrage sur les idées reçues autour de la santé, notamment de la santé en Afrique. Est-ce que cette idée selon laquelle, à choix égal, on ne va pas investir dans la santé en Afrique, c'est une réalité ou c'est une idée reçue? C'est une bonne question, je ne sais pas. Est-ce qu'à choix égal, on va investir dans la santé? Je ne sais pas. Je ne sais pas qui choisit et qui investit. Moi, les villages dans lesquels je travaille, au Burkina ou au Mali, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de Canal+, et il n'y a pas de téléphone portable. Donc je pense que les gens qui sont dans ces contextes-là, eux, ils ne font pas de choix. Ils n'ont justement pas le choix. Et quand ils se rendent au centre de santé où il y a juste un agent de santé communautaire qui n'a pas les compétences et les moyens, ils se débrouillent, ils n'ont pas le choix. Et ces gens-là, ils n'ont fondamentalement pas le choix. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup, et dans les décisions politiques et dans les manières dont les projets sont mis en place et les intervenants, encore beaucoup d'idées reçues et d'idéologies en fait. Hein. Tout à l'heure, on a parlé du FBR, qui est une grande idéologie qui repose sur pas grand-chose. Il y a encore pas très longtemps, je me souviens d'un grand professeur de gynéco, peu importe le pays, qui s'est mis debout dans la salle devant 300 personnes alors qu'on planifiait une nouvelle politique dans son pays et qui a dit attention, si vous faites les accouchements gratuits, les femmes vont faire plus d'enfants. Et évidemment, avec son poids social et son poids symbolique dans la salle, personne n'a osé lui dire quoi que ce soit. Et évidemment, pas moi. Ça ne m'a pas empêché de l'écrire après. Mais, et des idées reçues comme ça, il y en a encore beaucoup qui circulent. Et il y a encore beaucoup de gens qui vont croire, oui, si on donne des cartes à un indigent, ils vont venir tous abuser. Ou ce fameux hasard moral, oui, si les gens sont assurés, ils vont abuser. Ou enfin bon, toutes ces histoires. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de travail, de formation, de besoin de former des gens, mais aussi de produire des connaissances scientifiques sur ces questions-là. On a bien vu le débat il n'y a pas longtemps sur la natalité en Afrique, qui repose aussi sur rien. Mais là, il y a besoin, et là, peut-être je prêche pour ma paroisse de chercheurs, mais il y a encore trop peu de recherches sur beaucoup de choses, et il y a encore beaucoup de recherches qui sont faites, qui ne sont pas connues,
pas exploité. Les chercheurs ont des incitatifs à écrire dans des articles, dans des revues en anglais que personne ne lit d'autre qu'eux. Et les grands décideurs de l'Afrique de l'Ouest ne lisent pas d'anglais. Et donc, évidemment, il y a un problème. On n'y arrive pas. On produit des connaissances qui sont parfois pas toujours utiles, mais en même temps, on commande des recherches sur des choses qui ne sont pas utiles. Ou combien de fois je reçois des messages d'ONG ou de gens des mutuelles. Est-ce que tu peux venir faire une recherche pour nous dire pourquoi les gens n'adhèrent pas aux mutuelles? Ou pourquoi, quand c'est gratuit, il y a plus d'utilisation des services. Bon, voilà. Et donc, à un moment donné, il faut être capable de réfléchir collectivement à comment on rend les connaissances accessibles, disponibles, pour que le peu d'argent qu'il y a dans la recherche soit utile aux gens qui en ont besoin, mais en même temps que les gens qui en ont besoin sont capables de parler avec des chercheurs qui ont un langage approprié. Je vous disais, la semaine dernière, j'étais à Dakar avec 30 chercheurs de l'IRD. Il y a encore des gens qui font des présentations qu'on ne comprend pas, avec des modèles incompréhensibles, avec des PowerPoint qu'on n'arrive pas à lire. Et évidemment, le décideur, lui, ça ne l'intéresse pas tout ça. Il veut mieux comprendre les choses. Et donc, si tu lui parles dans un vocabulaire, qu'il soit anthropologique, épidémiologique ou économique, incompréhensible, il y a un vrai problème. Donc je pense que là aussi, c'est un sujet dont on parle rarement, mais le lien entre la recherche et la pratique et la recherche, dans ce domaine-là, sur tous ces sujets dont on vient de parler, il y a beaucoup de choses, mais les gens ne lisent pas, les gens ne sont pas au courant, et la balle est dans le camp de tout le monde, hein, pas plus des chercheurs que des décideurs. Chris, you wish to intervene. I hope you kept your thought. Chris, j'espère que vous avez bien gardé votre idée, parce que vous souhaitez intervenir depuis un moment. J'aimerais savoir, vous vouliez intervenir, donc prenez le micro, je vous en prie, et j'aimerais vous entendre nous dire votre point de vue sur cette couverture de santé universelle qui a été mise en œuvre au Ghana. Le Ghana a été un pionnier en Afrique de ce point de vue-là, et vous avez eu une expérience de première main de cette mise en œuvre. Pouvez-vous nous en parler? Alors en 2003, après une période d'années où les mutuelles se sont développées et fleurissaient un peu partout au Ghana, nous avons mis en place un National Insurance Scheme, donc un système de sécurité sociale d'une certaine manière, reposant déjà sur une base mutualiste. Donc on était en 2003. Et on a défini des districts qui définissaient la base de ce système. Donc il s'agissait du niveau de relais, donc on avait un niveau national et un niveau district. Et il y avait un comité de suivi, il y avait un comité responsable du budget, mais en 2008, ce système a été aboli en faveur de quelque chose de plus centralisé au niveau national. Et c'était à l'époque un projet qui visait à couvrir tout le monde. C'était très ambitieux. En ce sens, le Ghana, c'est quelque chose de fascinant, c'est un pays fascinant, dans le sens où on voulait couvrir tout le monde, on voulait avoir une universalité de la couverture. Et on n'avait qu'un seul système. Et c'est tout à fait unique en Afrique, avoir un seul système. Et en fait, ce système s'appliquait à tous, que l'on soit dans le secteur formel, informel, que l'on ait des revenus ou non. Et c'est très différent de ce qui se faisait par ailleurs. Donc l'idée, bien sûr, était d'avoir un même package qui s'appliquerait à tous. Et ça, c'était nouveau, c'est encore nouveau. Il n'y a nulle part en Afrique où on bénéficie de la même couverture. La couverture va dépendre de ce que vous payez. Votre niveau de prestation va dépendre de votre souscription. Donc une fois de plus, c'était très ambitieux, mais il y a une faiblesse tout à fait évidente. Les aides qui étaient versées, on disait que 95% des Ghanéens étaient couverts. Il n'y avait que quelques soins qui n'étaient pas couverts, les dialyses pour insuffisance rénale, par exemple, certaines injections. Mais les dialyses étaient quand même couvertes même par un problème, par un programme vertical. Au final, il n'y avait quasiment plus de limites. Et les personnes qui contribuaient à ce système, ce n'étaient que les gens qui travaillaient dans le système formel. Et
il y a donc il fallait, donc on était souscripteur, on était cotisant plutôt lorsqu'on avait 18 ans et que l'on travaillait dans le système formel. Donc qu'est-ce que vous nous disiez? Vous nous disiez que le financement était 100% national. Oui, oui, c'était financé 100% national. Il n'y avait pas eu d'argent étranger dans le montage financier. Et tout ceci sur un élément innovant, c'était donc cette TVA à 2,5%. Et 2,5%, c'est beaucoup, parce que ça veut dire que tout le monde contribue, parce que c'est une taxe dont l'assiette est très large. Et c'était suffisant, puisque donc on avait une contribution à la sécurité sociale à hauteur de 2,5%, et ceci donnait la possibilité donc d'avoir des prestations. Bien sûr, on était cotisant, comme j'étais en train de le dire, que les gens du secteur formel. Et puis, on avait aussi la possibilité pour le secteur informel de payer, il me semble, 5 $ par mois pour bénéficier aussi de la couverture. Et il y avait aussi des exemptions, par exemple pour les retraités. Ou bien pour les personnes âgées de plus de 70 ans. Et là, on incluait donc le secteur formel et informel. Donc au final, 70% des personnes bénéficiant de prestations ne cotisaient pas. Et la moitié des bénéficiaires, d'ailleurs, étaient des gens de moins de 18 ans. Donc ça, c'était vraiment la conception de notre système. Et bien sûr, après, il y a un problème de viabilité et de durabilité. Oui, parce que si je ne m'abuse, vous avez ensuite fait une évaluation de ce système. Et quelles ont été les conclusions? Alors, les conclusions de notre évaluation étaient les suivantes. Tout d'abord, pour un pays étant notre niveau de développement, le premier défi a été d'identifier quelles étaient les priorités pour le Ghana en termes de santé. Donc, on avait des indicateurs, donc le taux de mortalité maternelle n'était pas bon, il ne l'est toujours pas d'ailleurs après mise en œuvre de cette couverture. Donc on a une forte mortalité maternelle. Et on a observé que 70% des cas sont liés aux maladies infectieuses, les maladies non transmissibles et les complications de la grossesse. Donc ça, c'est 70% de nos cas. Quand on regarde le fardeau de la maladie, quand on regarde les priorités de notre pays, il faut investir en soins primaires. Parce qu'on pourrait vraiment faire des différences dans ces domaines. Donc si on investissait dans les soins primaires, on pourrait réduire les prises en charge. Néanmoins, nous avons pu fournir une couverture de santé universelle. Néanmoins, on ne finance pas la prévention. Donc en fait, notre couverture ne vient que payer les conséquences de l'absence de soins primaires et de l'absence de prévention. Et ça, c'est à perfectionner. C'est une des failles. Je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux. Et il faut se dire, bon, au bout du compte, les gens paient 2,5% de TVA en plus. Mais pourquoi je devrais payer tout cet argent pour qu'il y ait des prestations versées qu'à moins de la moitié de la population? Il faudrait que les prestations soient versées à 100% de la population. Et il faudrait bien sûr qu'il y ait des exemptions, comme je les ai déjà décrites, mais sinon tout le monde devrait cotiser. Et la cotisation devrait être sensiblement la même que celle qu'elle est maintenant, simplement il faudrait que l'assiette soit plus large. Et de ce fait, on aurait des prestations plus larges également. Alors la question est sensible, bien sûr, mais je pense qu'il faut se concentrer sur la prévention. Et il faut aussi toujours trouver des mécanismes pour contenir les coûts de la santé. Mais une fois de plus, je pense qu'il y a possibilité de fournir de la couverture de santé universelle même dans un pays en développement. Et nous avions fait le calcul. On s'était dit que à l'heure actuelle, nous avons un système avec donc une assiette qui n'est pas suffisante. Mais si
On veut aussi faire de la prévention. Si on veut investir en soins primaires, il faut augmenter cette assiette de cotisants. Et je pense que réellement c'est faisable. Il faut voir comment, une fois de plus, on peut définir nos priorités. La santé maternelle en sera une, l'hygiène également. Et ensuite, il faut qu'on augmente les revenus en pouvant aussi capter des revenus dans le secteur informel. Il n'y a aucun autre pays du monde où tout le monde contribue à 2,5% et avoir une couverture universelle. C'est une blague, bien sûr qu'on ne peut pas y arriver qu'avec 2,5%. Donc 2,5%, ce n'était pas déjà très réaliste. Dans d'autres pays, je sais qu'on est au-delà des 10%, et le Rwanda, je sais qu'on est à 15%. Donc pourquoi au Ghana, on s'est dit que 2,5%, ça allait suffire? Eh bien, parce que c'était 2,5% de la TVA, on a pensé que c'était suffisant. Néanmoins, il nous faut être plus réaliste. Pour fournir des prestations de haut niveau, il va nous falloir des cotisations supérieures et vraiment se concentrer sur les soins de base. J'avais une question pendant que je vous écoutais et que je vais vous poser peut-être d'ailleurs en français comme vous préférez. Les États africains qui reposent lourdement sur les financements internationaux pour mettre en place leur système de couverture universelle, est-ce qu'ils sont dans un schéma qui est tenable sur la durée? As I said in the beginning, the financial sustainability. Comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau de l'instabilité financière, c'est une grosse question. En fait, l'OMS encourage à penser à de nouvelles manières de mobiliser les ressources au niveau national. Peut-être que dans certains pays, il y a une initiative à partir d'un financement sur une base fiscale, même si dans les pays africains, la base fiscale est plus importante, mais d'une manière ou d'une autre, le financement de cette couverture universelle peut se baser sur ce genre de choses dans la mesure où l'on peut justement avoir une meilleure couverture médicale, un meilleur accès. Par ailleurs, on voit bien que le secteur privé n'est pas engagé de manière optimale dans ce processus. Il y a également les partenariats public-privé et comme l'a dit mon collègue Chris, il est important de s'assurer que les personnes qui peuvent payer dans la population paient, bien évidemment au niveau qu'ils le peuvent, de telle manière que les gens payent en fonction de leur capacité. Donc, il est important d'identifier différentes manières de mobiliser les ressources et ça dépend du contexte national. Il est donc important que l'on comprenne bien d'abord le contexte et ensuite que l'on définisse les différentes choses. Les différents efforts sont effectués, différents pays se sont concentrés sur la définition des assurances, notamment privées en Afrique dans le sud de l'Afrique, mais il est important de ne rien oublier. Donc, je pense qu'il est important de soutenir ces différentes stratégies pour s'assurer que le secteur informel soit couvert. Et le ciblage du secteur informel, c'est un domaine important où la durabilité reste une priorité importante. Comme je l'ai dit au début, cela nécessite des systèmes de santé robustes en termes de gouvernance et de la manière dont les ressources sont utilisées. Par exemple,
Ces dernières années, le financement était sur la base de contributions et aujourd'hui on encourage les pays à penser à un financement basé sur la performance qui, à notre avis, est plus important. Il y a de nombreuses initiatives. Il est important de tout essayer, mais rassembler les différentes parties, engager les partenaires, éviter les doublons, parce qu'il y en a beaucoup, partenaires spécifiques qui apportent de l'argent pour gérer et faire des rapports sur des structures. Donc cette manière de procéder est la meilleure. Nous essayons de soutenir les pays il est important de gérer les différentes initiatives au niveau des différents systèmes nationaux et essayer de comprendre comment on peut rassembler les différentes ressources. Par exemple, comment travailler de concert en termes de subventions croisées, mais également en termes de gestion. Petit exemple, lorsque le Rwanda a pris ces différentes initiatives. Aujourd'hui, nous avons 30 districts qui disposent de leur propre structure de gestion. Aujourd'hui, tout a été unifié. Valérie, vous souhaitez réagir? Oui, c'est juste réagir sur... J'allais vous lancer là-dessus. Lancez-moi et on m'arrête plus. Mais alors, le Rwanda est un cas à presque succès, mais ce qu'on oublie souvent, c'est qu'on a une solution qu'on veut appliquer partout là. Et les contextes sociopolitiques sont très différents d'un pays à l'autre. Je ne connais pas du tout le Rwanda, mais d'après ce que j'ai lu, je lis un petit peu autour de ça, on est quand même dans un contexte social où on a un État fort, où on a un contrôle social très fort, et vous n'avez même pas trop le choix de ne pas adhérer. Et donc ça fonctionne bien. Dans les contextes dans lesquels moi je travaille plutôt en Afrique de l'Ouest francophone, le financement basé sur le résultat fonctionne à partir du moment où on motive le personnel s'il travaille bien, mais en même temps on est capable de faire des sanctions s'il travaille mal. Et dans les régions dans lesquelles je travaille, il n'y a jamais de sanctions. Le pire qui puisse t'arriver, c'est que tu sois muté au fin fond de Tampagouda ou à Agadez. Mais c'est vraiment le pire, mais pas plus que ça. Donc on est dans des organisations et des contextes sociaux complètement différents. Et on revient avec une solution qui n'a pas encore prouvé son efficacité, et on veut l'appliquer un peu partout, mais on l'applique aussi parce qu'on a beaucoup, beaucoup d'argent. Au Burkina, la Banque mondiale est arrivée avec 30 millions de dollars pour tester le financement basé sur les résultats, qui repose sur pas grand-chose. Et on parle de millions de dollars, on ne parle pas de millions de CFA. Et on pourrait multiplier les exemples partout. Ils viennent de le faire au Mali. Ils ont fait ça pendant 3 mois, dans 10 districts. Et avec des... Bon bref, on pourrait en parler. Donc je pense qu'il faut être capable d'avoir des solutions innovantes qu'on va tester, mais en même temps, il faut les adapter aux contextes sociaux-politiques dans lesquels on travaille. Et on sait que... Alors les gens du FBR appellent ça le principe de la carotte et du bâton. C'est comme ça que ça marche. Mais dans nos contextes à nous, c'est plutôt la carotte et la carotte. Et ça ne peut pas bien fonctionner partout. Donc il faut être sensible à ces questions-là et puis être capable de dire comment je peux fonctionner. En plus, pour répondre à votre question qui est en lien avec ça, c'est que ces approches viennent avec... C'est de l'argent frais. C'est de l'argent en plus. Évidemment, tu arrives à être 30 milliards dans un pays, évidemment, ça va marcher. Enfin, c'est difficile, ça ne marche pas, j'ai besoin de ça. Mais en même temps, qui en profite? C'est le personnel de santé et ce n'est pas la population qui, elle, n'a pas un accès meilleur, puisqu'on continue de mettre en place ces systèmes en demandant toujours à l'utilisateur de payer au point de service. Donc évidemment, ça ne marche pas. Et en même temps, évidemment, les gens sont très contents. Les agents de santé sont contents. Ils ont double, triple, quadruple leur salaire pendant la période du projet. Puis comme le disait Yannick,
Ils ont l'habitude de ces projets. Hein. Ça fait 30 ans qu'on vient avec nos 4x4, nos autocollants. On a un nouveau truc, hop, je prends, un nouveau, je prends, et puis là on vous parle, et puis dans 10 ans il y aura quelque chose de nouveau. Et je ne sais pas ce que ça sera là, parce que je ne suis pas visionnaire, mais voilà. Et on ne capitalise pas assez sur ces problèmes. Et les gens, ils sont pas fous. Au Niger, il y a un district qui s'appelle Boboy, qui est bien, qui est un district pilote. Pourquoi c'est un district pilote? Parce qu'en fait, il est proche de la capitale, mais il est rural. Donc tous les experts internationaux, ils vont toujours dans ce district pour tester. Parce qu'il n'y a pas trop... puis il y a Canal+ là-bas, donc le soir, je peux regarder mes émissions préférées. Mais je vais rentrer à Niamey quand même le soir. Donc ce district-là, il est pilote depuis tout le temps. Et j'aimerais faire une anthropologie du pilote. Qu'est-ce que les gens pensent dans les villages de ce pilote qu'on fait depuis tout le temps? On a fait le recouvrement des coûts dans ce district il y a 30 ans. C'est ça qui a poussé les gens à faire du recouvrement des coûts. Et après, on est revenu à autre chose. On a fait de la gratuite. Et maintenant, depuis un an, enfin, ils ont fait ça pendant un an, la banque est arrivée et a fait du FBR et elle est partie, et donc c'est retombé. Donc cette question de je capitalise pas assez, puis j'essaye pas de réfléchir assez sur ou je veux pas réfléchir finalement, mais on pourrait avoir un autre débat là-dessus. Merci beaucoup, merci à vous quatre. J'aimerais donner la parole à vous qui nous écoutez. Est-ce que vous avez des questions à adresser à nos intervenants? Ah, ici. Parce que comme vous avez levé la main en même temps, je vous laisse choisir qui prend la parole en premier. Très rapidement, j'aimerais demander au panel comment ils aperçoivent la façon où la communauté internationale s'est organisée autour de ce qu'on appelle en anglais des IHP+, le Partenariat international pour la santé, qui a justement homogénéisé, a mis tous les partenaires ensemble pour pouvoir travailler avec un seul interlocuteur et optimiser l'approche à ce niveau-là. La réponse est simple, Valérie. Chris aussi, peut-être après. Peut-être un exemple. L'exemple que je connais le mieux, c'est le FBR, justement, au Bénin, où aujourd'hui, il y a 3 bailleurs qui se sont répartis le pays, comme à la conférence de Berlin. Alors ici, il y a le FBR Banque mondiale, ici, il y a le FBR des Belges, puis il y a le FBR Fonds mondial et Gavi. Et pendant 5 missions de travail tous ensemble, ils ont essayé de s'harmoniser sur la manière dont ils le faisaient. Et ils sont arrivés à rien du tout. Et là, tout est en train de tomber. Et il n'y a aucune coordination. Chacun fait son truc. Il n'y a eu aucune coordination, aucun leadership pour faire en sorte que là, ça puisse fonctionner. Et c'est en train de s'arrêter. Et puis ça va être la catastrophe dans donc c'est un mauvais exemple. Mais je peux vous donner des bons exemples. Je vais laisser les collègues donner des bons exemples. Diane. IHP Plus aide les pays à développer des plans stratégiques en santé et avec des attributs qui sont clairs. Et parmi plusieurs attributs, il y a l'attribut de la participation des partenaires, des stakeholders, comme on dit, et des partenaires dans la définition des priorités. Et puis, ça permet aussi... donc ici, une fois, c'est passé à travers les attributs de IHP+. Le plan stratégique est fiable, devient plus fiable parce qu'il a été développé avec la participation de tout le monde. Ça, c'est un. L'autre chose, c'est l'alignement des partenaires aux priorités nationales, aux priorités des pays. Et donc, il y a des défis, bien sûr. Il y a beaucoup de défis pour que les gens s'alignent. Et entre autres, dans le financement ou la mise en œuvre et même l'évaluation, le suivi, donc ils prévoient ou ils font la promotion des structures unifiées d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire, par exemple, mettre les fonds dans un pool. C'est un processus. Il y a des gens il y a des partenaires qui, du coup, adhèrent à ça. Et il y en a d'autres qui résistent et qui ont des structures individuelles de gérer,
de suivre les fonds, les appuis qu'ils donnent au pays. Donc, c'est ça. Donc, c'est une structure qui facilite l'advocacy. C'est une structure qui facilite la participation et puis qui aussi facilite le renforcement des capacités locales pour la gestion, ce qui augmente la confiance et peut-être aussi augmente la possibilité de financer au sein des pools unifiés. Et ça réduit en fait directement aussi le recours à différents systèmes de suivi. Par exemple, au niveau local ou des pays, il est vraiment difficile de subvenir aux besoins de chaque partenaire individuellement. Donc, IHP Plus aide les pays. Et puis, ça fait aussi que même les partenaires clés, comme Global Fund, Gavi, et les agences UN et certains bilatéraux, ils ont aussi signé comme des accords qu'on appelle compacts avec IHP Plus. Ce qui fait que, par exemple, si un plan stratégique est passé à travers le processus IHP Plus, un plan national de développement sanitaire, par exemple, il n'y a plus de questions là-dessus. Les partenaires, par exemple, au lieu d'initier des trucs séparés, individuels, on adhère directement sans pouvoir recourir à d'autres évaluations. Donc, grosso modo, c'est ça l'appui que IHP Plus donne, et ça permet aussi de renforcer le cadre SWAP. Ça permet de renforcer la capacité technique au niveau des pays et éventuellement d'avoir des résultats. Voilà, merci. Merci. Monsieur Obiang. Alors nous, le Gabon, on n'est pas très assujetti à cette initiative parce que voilà, nous sommes un pays à revenu intermédiaire. Mais il faut se dire que le peu de partenaires qui interviennent au Gabon, chacun prêche pour sa visibilité en fait. Chacun prêche pour sa visibilité parce que les partenaires aiment bien qu'on mette les autocollants, qu'on mette un peu de tout pour être visible et montrer à l'international qu'ils travaillent. Et aussi aujourd'hui, ils ont des exigences parfois non adaptées au contexte réel. L'envoi des rapports mensuels tous les 5 du mois dans des zones enclavées où la voiture n'arrive pas, où le bateau n'arrive, où la petite pirogue n'arrive pas, est-ce que c'est réaliste? Mais ils exigent des résultats par rapport à ce reporting qui doit être de manière fréquente. Donc il y a des réalités qui existent, des réalités auxquelles il faut tenir compte. Nous, au Gabon, la santé, nous la finançons, je peux dire, à 99%. L'assurance maladie est financée totalement à 100% par l'État gabonais. Et comme il le disait tout à l'heure, c'est d'abord un engagement politique. Il faut que les Africains commencent à prendre à bras le corps leurs véritables problèmes, chercher des financements innovants pour pouvoir permettre aux populations d'avoir accès aux soins. Les programmes sont dangereux. Les programmes ont financement triennal, quinquennal, mais après, dès que le partenaire part, ou bien dès qu'un ministre de la Santé détourne de l'argent, et puis le partenaire se retire, c'est risqué pour les populations qui sont bénéficiaires de ces actions. Donc c'est pourquoi je pense que l'approche nationale, l'approche contextuelle est très très importante. Et pour répondre rapidement, nous aussi on a commencé comme le Ghana, mais aujourd'hui, que ce soit des contributeurs ou les non-contributeurs, l'assurance maladie, elle est universelle pour tout le monde. Il y a un même panier de soins. Il n'y a pas de discrimination pour les contributeurs ou les non-contributeurs. Mais maintenant, comme on l'a dit, c'est l'engagement politique. Comme je vous ai dit au début, nous financions les indigents par la redevance obligatoire avec les téléphonies mobiles. On s'est rendu compte que ce n'était pas soutenable au fil du temps et le gouvernement a pris la décision de trouver un nouvel impôt indirect qui est celui d'une TVA sociale. Donc c'est un engagement politique d'abord pour la réussite de ces initiatives. Et aujourd'hui, je peux vous le dire, pour ceux qui sont médecins, au Gabon, lorsque l'assurance maladie a commencé, on a eu rupture du glucosé dans les pharmacies.
Parce qu'il y a eu une révolution sanitaire où ceux qui ne pouvaient pas se faire soigner allaient maintenant dans les structures de santé se faire soigner, et il y a eu un partenariat public-privé qui a été rapidement établi parce que, comme vous le savez, dans tous les pays africains, nous souffrons beaucoup de disponibilité de médicaments dans les hôpitaux. Et donc, nous avons travaillé avec les officines privées qui ont tout de suite adhéré pour que les patients puissent pouvoir se faire servir dans les pharmacies privées avec les ordonnances de la CNAMJS. Et donc, ce partenariat a permis d'améliorer le chiffre d'affaires des structures privées. Et aujourd'hui, nous avons des pharmacies qui ont revu les dimensions de leur structure. Et c'est vraiment des initiatives à partager assez enrichissantes. Merci à vous tous les trois pour cette réponse. Yannick, vous vouliez intervenir ? Oui, parce que y a une question que je me pose et je ne sais pas du tout comment la poser. C'est très confus pour moi. Mais dans ce que vous dites, en fait, on a l'impression qu'il y a plusieurs séries de formes économiques, enfin plusieurs séries de canaux économiques. D'un côté, il y a ce qui se développe sans souci. Par exemple, la télévision, les mobylettes, le téléphone portable. Il n'y a jamais eu besoin de programme de développement pour que les portables se diffusent. Et ça marche tellement bien qu'on peut ensuite prélever une taxe pour financer d'autres choses. Mais ça, c'est une sorte d'économie mondialisée qui se diffuse sans problème, sans doute parce que le téléphone portable, ça correspond, enfin je raccourcis un peu les choses, mais ça correspond parfaitement au système réticulaire africain, à la parenté, à l'entraide, etc. Donc ça rentre sans aucun souci. Après, il y a les financements, il y a l'argent qui circule et dont vous parlez finalement assez peu. C'est-à-dire il y a malheureusement 20 ou 30 ans, il y avait un anthropologue qui avait comparé l'argent qui était dépensé dans la santé avec ce qu'on dépensait pour draguer les jeunes filles à Maradi et Zinder, ce qu'on appelle les toshis en pays Haoussa. Et en fait, l'argent utilisé pour la séduction des jeunes filles était beaucoup plus important que ce qu'on utilisait dans le système de santé. De la même manière, ce qui est frappant, c'est qu'on ne va pas trouver 70 000 CFA pour faire une césarienne, mais on trouvera sans trop de problèmes 700 000 CFA pour enterrer la femme qui est morte. Et alors, ça veut dire qu'il y a aussi un circuit qui est une économie endogène, si on veut, qui est une économie socialisée, qui sécrète des systèmes de sociabilité permettant de trouver des ressources. Et ce qui est frappant dans ce que vous dites, c'est qu'on a l'impression que cette santé, ou l'argent pour la santé, soit pour des raisons historiques, parce que la santé est venue d'ailleurs, enfin celle-ci en tout cas, parce que l'argent pour les guérisseurs ou l'argent pour les pharmacies par terre, là on trouve sans problème dans la parenté, dans la sociabilité locale. Mais cette santé moderne, c'est comme si elle n'était pas socialisée. Et donc comme elle est, pour employer un grand mot, comme elle est hétérotopique, elle est externe aux sociétés, c'est comme si on ne trouvait pas les financements qui marchent avec cette innovation technique. C'est-à-dire comme si l'innovation technique n'était pas nommée dans le système de sens des sociétés. Et on a l'impression qu'en fait, on aura beau faire des efforts, tant que ce système de santé n'est pas intégré, ingéré par le système social, de toute façon, on n'aura jamais les ressources qu'il faut. Et c'est un peu comme ça que je vois les choses, mais c'est vraiment une question qui m'interroge, mais sans aucune réponse. Juste ici, mademoiselle. Là, monsieur. Ah, il y avait une question là-haut. Bon, j'avais vu monsieur, mais... Merci. Merci pour abonder dans le sens de l'intervenant. Je pense que le sujet, il fallait beaucoup de courage pour aborder ce sujet de financement de la santé. Parce que c'est un sujet tabou, on le sait. C'est un sujet qui est souvent source de tourmente, voire dans certains contextes de polémique. Aujourd'hui, je pense que la vraie question qui est sortie, c'est comment aboutir à un financement durable et universel en Afrique. Sur le fond, tout le monde est d'accord, il va falloir financer l'accès aux soins. Sur la forme, se cache une vraie problématique qui est la gouvernance de la santé. Il y aura autant de formes de financement que de gouvernance de la santé, et derrière la gouvernance de la santé se positionne la gouvernance d'une manière générale. On ne peut pas demander, et vous avez très bien formulé, sur la forme d'avoir la même approche de financement. Pourquoi aujourd'hui en Europe, quand on parle de financement de la santé, on est uniquement dans l'optique maîtrise des coûts?
quand en Afrique, on parle financement de la santé, on n'est pas d'accord déjà sur la méthode. Pourquoi? Parce qu'il y a des différences très fortes entre les pays. Il y a des différences économiques. On a des pays qui sont une économie de rente et on a des pays où on a une économie primaire, tertiaire ou productive. Dans le même pays, on a des pays où la partie de l'informel est beaucoup plus importante que la partie formelle. Donc, si vous voulez faire payer, qui est le payeur? Si c'est la richesse qui va payer, qui est riche? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est l'individu? Est-ce que c'est la communauté? Quand vous allez à Touba au Sénégal, il n'y a pas de problème de financement de la santé parce que c'est la communauté qui finance. Donc ça, c'est le premier élément à tenir en compte. Deuxième, la richesse et la structure de l'économie. Deuxième élément, qui voulons-nous couvrir? On a entendu plusieurs ampleurs de couverture. On a entendu la couverture universelle, puis on a entendu la couverture de l'indigent. Entre couverture universelle et couverture de l'indigent, ce sont deux approches très différentes. Dans un cas, on couvre homogènement la population, c'est le cas en Europe. Dans l'autre, on cherche de ne pas avoir d'exclus, sachant que le financement sera qu'au niveau des indigents. Il y a aussi, on n'a pas catégorisé la population. Est-ce qu'on va couvrir tous les secteurs géographiques? Est-ce qu'on va couvrir tous ceux qui cotisent ou ne cotisent pas? Enfin, on n'a pas parlé de pathologie. On a vu des programmes de financement toucher des maladies. Programme de lutte contre le paludisme, programme de lutte contre la tuberculose. Donc, c'est antinomique quelque part de la couverture universelle. Est-ce qu'on veut couvrir les épidémies, les endémies? Est-ce qu'on veut couvrir la pathologie aiguë? Est-ce qu'on veut couvrir la pathologie chronique? Il y a aussi un autre sujet, c'est l'organisation du système de santé dans le pays. On ne peut pas couvrir de la même manière selon qu'on a une couverture de santé. Enfin, pour terminer, moi je prendrai l'exemple d'un pays qui est souvent cité dans le domaine pharmaceutique comme étant exemplaire en matière de mise à disposition de la population de médicaments de qualité, c'est l'Inde. Ben, regardez aujourd'hui l'Inde. Est-ce que vous pensez qu'en Inde, il y a un accès homogène, universel aux soins? Il ne faut pas que demain on arrive en agissant uniquement sur un seul paramètre, le médicament, sur un seul paramètre, le financement, à occulter que l'accès universel aux soins doit être durable, doit être homogène, mais peut ne pas prendre des formes différentes. Le financement va suivre forcément la circulation, comme l'a dit, de l'argent et de la richesse. Donc il faut accepter que les formes de financement soient différentes, il faut accepter que les formes de financement soient intelligentes, il faut accepter que l'effort soit différent d'un pays à l'autre, parce que l'effort va être proportionnel à la richesse. Merci. Merci à vous. Alors, je propose qu'on prenne juste une dernière question, parce que là, si on commence à répondre à tout ce que vous avez posé, on va relancer encore une nouvelle table ronde. Mais effectivement, ce sont des points qui sont tous extrêmement pertinents. Est-ce qu'on avait une dernière question? Il me semblait qu'il y en avait une là-haut. Oui. Oui, bonjour, c'est ça pour Le Monde Afrique. J'avais deux questions, mais qui vont être très rapides, j'ai promis. J'en avais déjà une pour Monsieur Reid concernant. On a beaucoup parlé du financement lié à la performance. Est-ce qu'en fait vous avez des exemples, je pense que vous avez un petit recul un peu plus important, d'endroits, même en dehors du cas africain, où ça marche, puisque c'est quand même un système qui montre pas mal de limites sur beaucoup de points. Et je me demande si d'ailleurs, et c'est un peu l'objet de ma deuxième question, ça ne fait pas partie des limites en fait dans le développement des systèmes de santé de soins aujourd'hui dans beaucoup de pays africains, qu'on les pousse justement en permanence effectivement à suivre des programmes qui sont liés soit à des pathologies, soit à des thématiques de santé particulières. Et est-ce que ça ne casse pas en soi la dynamique d'une construction globale d'un système de santé global? Voilà. On vous écoute. Petite question en 2 minutes, mais alors la question du FBR qui arrive en Afrique depuis un moment existe évidemment ailleurs au nord depuis très longtemps. Il vient de sortir une série de papiers sur sa mise en œuvre en Angleterre, qui est seulement le pays d'Europe qui est le plus en avance sur ce qui se passe et qui montre qu'il n'y a aucune efficacité sur la mortalité. Et ils ont été, c'est un des seuls papiers à ma connaissance qui était capable de montrer, de regarder, parce que finalement c'est bien que les gens utilisent les services, mais si ça ne change rien sur la mortalité, c'est peut-être pas très très utile. Et grâce aux données qui existent en Angleterre et qu'il n'y a pas ailleurs en Afrique, ils viennent de montrer
que ça n'avait aucun effet. Maintenant, sur ce qui se passe en Afrique, il y a encore très peu de données sur l'efficacité du FBR, sur le recours aux soins. Il y a beaucoup de débats là-dessus. Au Rwanda, il y a un papier ou une étude célèbre au début des années 2010 qui montrait que ça marchait bien, mais quand les gens ont réanalysé les données 5 ans après, ils ont montré que ça ne marchait pas aussi bien que ça. Donc ça montre comment c'est jamais facile de faire des évaluations sur ces données. Et pour l'instant, on a encore très peu d'informations sur ces questions-là, évidemment. Mais le FBR est moins un problème au niveau de la prise en charge globale des systèmes de santé que la vision par les maladies, en fait. Parce que la plupart des FBR qui existent, il y en a quelques-uns, mais la plupart sont dans une vision globale sur le système de santé, même si certains bailleurs vont être centrés sur « je vais faire du FBR pour la mortalité maternelle » et d'autres pour le VIH, mais globalement, ils sont sur le système. Mais le problème, c'est qu'ils agissent que, et la plupart du temps, que sur l'offre, et ils n'agissent jamais sur la demande, ou très peu. Et il y a encore personne, et il serait peut-être temps qu'on travaille sur une espèce de travail le jour où on arrivera à créer un fonds mondial du renforcement des systèmes de santé, on aura peut-être gagné, et ça sera peut-être un effort international important pour essayer de voir comment on peut agir sur tous les côtés en même temps, plutôt que par petits paquets. Là, c'est la gratuité, là, c'est les mutuelles, là, c'est l'assurance qualité, là, c'est les médicaments, et on n'arrive pas à travailler. Et il y a un vrai besoin de travailler sur un renforcement de capacité, un renforcement des systèmes, dans sa globalité. Monsieur Obiang. Une dernière réponse et puis ensuite on va clôturer cette table ronde. Je voudrais simplement dire que la réussite de ces projets est liée aux décisions politiques fortes. Et lorsqu'on prend l'exemple de ce que vous venez de dire, je prends le cas des assurances automobiles. S'il n'y avait pas la pénalité, la sanction, tous autant que nous sommes, nous assurions nos véhicules de manière facultative. Parce qu'on ne fait pas d'accident, pourquoi assurer son véhicule? Donc je pense que c'est ça aussi l'assurance maladie. C'est-à-dire que l'assurance maladie, si on veut la mettre en œuvre, il faut qu'elle soit obligatoire. Le fait de la rendre facultative fera toujours en sorte que les gens, en fonction de leurs états, puissent adhérer ou ne pas adhérer. Rassurez-vous, dans les villages, les gens ne font pas des mutuelles pour le tradipraticien en se disant que quand je tomberai malade, la mutuelle financera mes soins chez le tradipraticien. Non, c'est pas ça. Si c'était ça, si les Africains le faisaient et qu'ils étaient réfractaires au système de santé actuel, on allait dire qu'il y a un problème. Mais je pense que c'est un changement de mentalité. Il faut qu'on explique le bien fondé de toutes ces initiatives que nous sommes en train de faire, et les gouvernants communiquent très peu avec leur population. Il faut communiquer, expliquer le bien fondé de toutes ces initiatives pour une meilleure adhésion. Sinon, on pense que c'est politique, on pense que c'est pour les mandats électoraux, on pense que c'est pour un certain nombre de choses qui parfois n'aident pas la population à adhérer à ce genre d'initiative. Bon, écoutez, ça tombe bien, je trouve que ça faisait une excellente conclusion. Merci à vous trois, je pense qu'on peut les applaudir.